Du confucianisme, du système comportemental propre au confucianisme de type familial. Donc en résumé, le système confucien coréen donc, fut remplacé par le japonais suite à 1. La création d'une société à la double personnalité, 2. La reprise en main de la jeunesse patriotique, 3. L'intégration dans l'administration coloniale des leaders confucéens de tous horizons, 4. La multiplication des écoles, donc des écoles sous contrôle d'État colonial. Vous vous souvenez de la fameuse politique contre-révolutionnaire. Donc en vue de la japonisation de la jeunesse qui était avant rebelle à la présence étrangère sur son sol. Et ensuite, donc, par voie de conséquence, 5e point, donc l'affaiblissement de l'influence des écoles coréennes et de leur audience. Donc les écoles contrôlées par les Coréens et qui étaient privées ou semi-autorisées et que les Coréens appellent Sodan. Donc ce sont ces écoles qui ont été le lieu privilégié de la japonisation, c'est-à-dire de la modification du comportement des individus, donc au fin d'obtenir que ce lien cardinal, c'est-à-dire le lien premier confucéen qui lie l'individu à son chef, devienne le premier au lieu du dernier dans le système coréen. Donc, 2 remarques. Première remarque, pour la première fois de l'histoire, les Coréens vont concilier dans leur inconscient individuel et collectif. Donc cette piété filiale, le sentiment à l'intérieur de la famille et la fidélité à l'autorité, c'est-à-dire dans le cas présent, la fidélité à l'empereur du Japon. Deuxième remarque, donc c'est dans cette période coloniale, donc après 1919, et puis la fameuse manifestation, méga manifestation anti-japonaise et anti-coloniale. Donc c'est à partir de cette période après 1919 que se trouve la naissance que j'identifie, la naissance d'un nationalisme coréen. Avant cette période, il n'y a pas de nationalisme. Ce sont que des patriotes, donc des gens qui aiment leur pays et qui vont réagir comme ça au gré des événements sans s'appuyer sur une théorie. Donc la naissance du nationalisme coréen. Mais ce nationalisme coréen, c'est une création du Japon. Ce n'est pas une création des Coréens, c'est une création du Japon parce que la présence d'un nationalisme est en concordance avec leurs intérêts, c'est-à-dire construire une première barrière militaire pour la protection du Japon qui est plus loin dans la mer du Japon. Alors, donc, il suffit de se souvenir de la nature socio-culturelle et historique de la Corée avant la colonisation pour comprendre ce que je viens de dire. Parce que c'est un royaume qui est un territoire vassal de la Chine. Et ça, c'est une position d'infériorité qui est assumée par les Coréens eux-mêmes officiellement. Et dans ce système chinois qui a explosé à la fin du 19e siècle, donc la Corée avait une position d'infériorité. Deuxième point, toute l'élite coréenne de l'époque était exclusivement éduquée et pensait en chinois. Donc elle était donc totalement tournée vers la Chine et isolée du reste de la population par le système de caste sociale, donc qui interdisait à ceux qui appartenaient aux différentes castes de pouvoir se marier avec des personnes d'autres castes. Donc la population était divisée en groupes qui vivaient entre eux. Donc c'est pour ça que je parle de caste sociale et non pas de classe sociale. Donc c'est cette absolue rigidité qui a explosé lorsque la Chine a perdu la guerre contre le Japon en 1895 et que le Japon a pris ces 3 mesures que j'ai données précédemment afin de faire exploser la société coréenne et l'amener dans la direction qu'il souhaitait. Donc, 3e point, le reste de la population, donc les gens du peuple et les esclaves, parce que jusqu'à la fin du 19e siècle, l'esclavage est pratiqué en Corée, en Chine également. Ça, c'est de longue tradition. Donc, le reste de la population est donc tourné vers les ancêtres par ce mécanisme du culte des ancêtres que nous connaissons maintenant. Alors, donc le patriotisme est bien présent, mais il n'est pas structuré. Donc il y a l'amour de la patrie, il y a la volonté de défendre la patrie, mais ça se fait comme ça au gré des événements et avec la volonté de chacun ou la capacité d'organisation des gens. Donc il faut donc signaler l'existence impérative d'une conscience nationale et d'un nationalisme fort en Corée va dans le sens des intérêts stratégiques officiels du Japon, c'est-à-dire favoriser l'existence d'une Corée qui sera la première ligne, le premier rideau de protection du Japon, construire une Corée forte, capable de défendre elle-même son territoire. Donc fait partie de l'argumentation qui a été développée, qui a été initiée, développée par les théoriciens japonais de cette époque de Meiji, donc à l'époque où ils opèrent la restauration et l'industrialisation à haute vitesse du Japon. Donc pour que la Corée prenne en main son propre destin, parce que s'ils ont des Coréens qui prennent en main leur propre destin,
autant d'énergie et de ressources économisées pour le Japon et c'est bien pour la sécurité nationale. Donc en conclusion, les Coréens nés après 1910 ont donc en 1945 une double personnalité où cohabitent deux valeurs contradictoires. Celle de la piété filiale, c'est-à-dire les sentiments qui sont développés au sein de la famille, et de l'autre côté, la loyauté à l'autorité, la loyauté au gouvernement ou, dans le cas du système colonial, à l'empereur. Ces deux sentiments sont contradictoires et tout à l'heure, je vais l'illustrer par un exemple concret de ce qui se passe en Corée du Sud au XXIe siècle. Donc, pour résumer, nous avons donc deux options. L'option familialiste confucéenne, donc le système politique, sociopolitique qui valorise les relations au sein de la famille à partir desquelles les autres quatre relations vont fleurir. Et puis il y a le nationalisme confucéen, donc le type japonais que vous connaissez, qui est plus simple et qui commence par le lien de l'individu avec l'empereur, quand l'empereur est donc la figure symbolique du pouvoir politique. Oui, alors, donc nous revenons, nous continuons avec ces deux valeurs contradictoires qui étaient donc intégrées dans le fort intérieur des jeunes coréens, que je continue à appeler des jeunes patriotes, mais qui ont été transformés en jeunes japonais dans leur comportement, n'est-ce pas, par le renversement du système confucéen coréen qui est transformé en système confucéen japonais. Bon, ça vous l'avez bien compris. Alors, survint la guerre de Corée. La guerre de Corée se termine en 1953 et la Corée, l'ancien royaume de Corée, ou plutôt le territoire colonial, est divisé en deux. Corée du Nord d'un côté, Corée du Sud de l'autre côté. Et vous allez voir que les deux pays vont reprendre l'héritage colonial, colonial, mais culturel au sens des comportements, n'est-ce pas, culturel confucéen, au sens des comportements. Alors donc la Corée est donc divisée en deux. La Corée du Sud va poursuivre avec le confucianisme familial, non, ce que j'appelle le familialisme confucéen, c'est-à-dire comme une espèce de modèle sociopolitique, au gré de la construction de la nouvelle République et puis de son système démocratique. Donc vous connaissez l'histoire de la Corée du Sud, ça vous pourrez aller vérifier. Mais ce système confucéen de type japonais qui date de la colonisation est toujours présent et actif même jusqu'en 2017. Parce que dans les écoles et dans les universités, vous allez remarquer que les étudiants entre eux développent des relations entre les étudiants seniors et les étudiants juniors. Et cette manière de faire et de vivre ensemble au sein de l'école, de l'université, date de l'époque coloniale. C'est un système japonais. Et ce système japonais se retrouve aussi dans les puissants liens de camaraderie, d'amitié qui se développent autour de l'appartenance à une même école et à une même université. Alors, de l'autre côté, du côté de la Corée du Nord qu'on dit communiste, donc on va constater plusieurs choses. Donc d'abord, la poursuite du système japonais de loyauté à l'autorité, mais dans un nouveau contexte, dans un contexte idéologique communiste. Donc les Nord-Coréens, Kim Il-sung et tous ses camarades vont reprendre tel quel l'héritage colonial japonais, ce système qui a été développé parce que pour eux, certes, probablement parmi tout ce qu'on peut imaginer comme raison, ça va leur permettre de pouvoir contrôler leur pays et surtout la population et permettre à la population et la classe dirigeante de faire corps, de faire un seul bloc. Puis, ensuite, deuxième point pour cette Corée du Nord, elle va utiliser l'anti-américanisme et l'anti-japonisme comme les éléments moteurs de son nationalisme. Alors dans l'histoire de la Corée telle qu'elle va se développer, ayant choisi de se développer sous l'angle communiste plutôt que capitaliste, ça va avoir des conséquences puisque par exemple la réforme agraire ne va pas se faire comme en Corée du Sud, où la réforme agraire avait permis donc à certaines familles, enfin à la majorité des familles, d'avoir quand même un petit lopin de terre pour pouvoir continuer le culte des ancêtres. Avec les Coréens du Nord, ce ne sera pas possible parce que cette réforme agraire est faite autrement, elle est faite sous l'angle communiste et le contrôle de la production va donc ôter la possibilité de pratiquer ce culte des ancêtres. Les familles vont également vont être coupées de leurs racines ancestrales parce qu'il n'y a plus des informations généalogiques, il n'y a plus d'arbres généalogiques, donc les gens sont perdus, ils ne savent plus qui sont leurs ancêtres, donc c'est difficile de mettre en place un rituel. Il y a aussi donc la guerre, naturellement, qui a dispersé les familles. Celles qui étaient originaires du Nord qui vont se retrouver dans le Sud ne pourront plus remonter parce qu'il y a une frontière. Et celles qui étaient au Sud, qui étaient bloquées dans le Nord, ne pourront plus redescendre.
ça c'est un problème que vous connaissez également. Alors ensuite, en Corée du Nord, les enfants vont être pris en charge par l'État. Et c'est l'État qui va s'occuper de l'éducation des enfants au sens large. Et c'est dans ce cadre qu'on va leur apprendre, la loyauté à Kim Il-sung, donc le leader du pays. Et le système familial également est réorganisé par l'État, par le parti politique unitaire, le parti unique, donc pour favoriser la loyauté au parti. Et c'est dans ce cadre d'éducation générale de la population par le parti que les enfants, au sein de la famille, les enfants peuvent être amenés à surveiller leurs enfants et donc à dénoncer certains comportements des parents qui ne cadrent pas avec la ligne directrice du parti. Et donc la Corée du Nord, de manière générale, de manière technique, passe donc de ce familialisme confucéen qui date de la période coloniale, donc à un système familial étatique confucéen, n'est-ce pas, où la figure du leader politique, donc Kim Il-sung, va remplacer celle de l'empereur du Japon, comme ça se passait à l'époque coloniale. Et ça se réalise par l'insertion dans la double personnalité à l'intérieur des Coréens, hein, de ce régime, dans ce régime familial étatique, où ils auront maintenant comme chef de famille et comme père de famille Kim Il-sung, et le peuple jouant le rôle simplement des enfants. La mère de Kim Il-sung étant donc la mère de cette famille nation. Donc la Corée du Nord est donc un État confucéen familialistique étatique. Voilà un peu comment moi je le définis, où les appellations père, donc pour Kim Il-sung, ont tout leur sens, puisque dans l'imaginaire des gens, c'est le père de famille et ça fonctionne techniquement comme ça. Donc il ne s'agit pas de propagande. Donc quand on appelle sa mère, la mère de Kim Il-sung, la mère de la nation, ce n'est pas de la propagande, c'est vraiment descriptif. Ce sont ceux qui n'ont pas compris la Corée du Nord et qui accusent les Corées du Nord d'ultra-propagandistes, qui ne comprennent pas comment le système a été construit. Et la Corée du Sud, quant à elle, est un État confucéen familialiste, conforme à la tradition de la Corée telle qu'elle était avant la période coloniale, avant les manipulations telles que moi je les ai constatées pendant la période coloniale de la part des Japonais. Donc, démonstration de ce que les Coréens sont en 2017. Donc, l'accord qui a été signé, celui qui nous a fait faire cet exercice et apporter un éclairage sur la période coloniale, cet accord qui a été signé en 2015 entre le Japon et la Corée du Sud et qui est remis en cause par le peuple coréen, par les manifestations de masse et l'érection des statues un peu partout dans le pays, même aujourd'hui en 2017 dans des bus, n'est-ce pas? Donc, ce comportement du peuple coréen, il correspond à ce que j'ai décrit tout au début. C'est-à-dire que chez les Coréens, on développe des relations au sein de la famille. Et ce sont ces relations au sein de la famille qui commandent toutes les autres relations que les individus vont développer avec le reste de la société, y compris avec l'autorité, avec le gouvernement. Les Coréens ont d'abord comme priorité cette relation au sein de la famille. Et la relation avec le gouvernement, avec l'État, revient après. Et ça c'est ce qu'on voit dans cette question qui touche le problème des femmes de réconfort. L'État coréen va signer un accord très important, qu'on dit même historique, avec le Japon, et le peuple coréen va remettre cet accord en question. Donc pourquoi ils se comportent comme ça? C'est pas juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'État. C'est parce que dans leur imaginaire, dans le système de fonctionnement du confucianisme sud-coréen, il y a ce lien entre l'individu et le dirigeant qui est extrêmement faible. Donc il n'y a aucune barrière chez les individus à remettre en cause systématiquement les décisions du gouvernement, même s'ils n'ont pas de connaissances précises sur la question qui est traitée. Donc cette tendance systématique des Sud-Coréens à défier leur gouvernement fait que en Corée du Sud, en fait c'est le peuple qui fait la politique. Alors, pour un tel système qui est officiellement républicain, avec toutes les institutions telles qu'on les voit, on le voit même en Europe, aux États-Unis et même en Afrique, et qui est en réalité confucéen, familialiste, comme nous l'avons démontré, comme je l'ai démontré depuis un peu plus d'une demi-heure de questions et de réponses, il est condamné à des crises permanentes. Un système comme ça ne peut pas fonctionner. Et on le voit très bien. Avant cette crise des femmes de réconfort, il y avait autre chose. Il y a 2 ans, l'ancienne présidente sud-coréenne a été mise en examen dans une affaire de corruption et de trafic d'influence. Et elle a été mise en prison. En tout cas, elle a été démise de ses fonctions et il y a quelqu'un d'autre qui l'a remplacée.
Ça aussi, c'est une crise de ce système. Parce que lorsqu'on parle de corruption en Corée du Sud, il ne s'agit pas de corruption comme on peut l'entendre en France ou de manière générale en Europe ou même en Afrique. Cette question de la corruption, en fait, c'est un résultat inhérent au fonctionnement interne de la culture coréenne. Il faut vraiment que les scientifiques coréens se penchent sur la question pour traiter de cette question de la corruption. Il ne s'agit pas de corruption. Parce que moi, j'ai retracé les origines de ce comportement. C'est un comportement qui a ses racines à la fin du XVIe siècle. Il faut revenir au XVIe siècle et démonter tout ça pour comprendre pourquoi les Coréens se comportent de cette façon. Si l'ancienne présidente a été mise en prison, normalement, les 3/4 de la population devraient être en prison avec elle. Ce n'est pas le cas. Donc, ces crises vont continuer. Alors, la solution unique pour les Sud-Coréens, c'est de développer, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, les sciences humaines. Il faut développer un véritable corps de sciences humaines. Et ensuite, donc, obtenir des universités, des théoriciens de sciences politiques bien armés, hein, donc de véritables techniciens, capables de traduire en un régime politique donc, ces mécanismes du système confucéen familialiste tel que je l'ai défini et tel que vous les avez compris dans notre démonstration, n'est-ce pas? Donc voilà terminé l'exercice auquel je me suis livré pour apporter un éclairage technique, scientifique, sans émotion, avec beaucoup plus de distance, parce que pour nous les étrangers c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple que pour les Coréens et les Japonais qui sont émotionnellement prisonniers de cette affaire. Donc vous avez mieux compris dans quel contexte étaient ces femmes de réconfort qui étaient qui sont des femmes qui se sont retrouvées prostituées dans les camps militaires japonais pendant la guerre. Vous comprenez dans quelle situation émotionnelle, culturelle, politique et de pression était le peuple coréen, mais aussi le peuple japonais au Japon et même les dirigeants japonais en Corée et les dirigeants coréens en Corée. Pour moi, tous ces gens sont au même niveau. Ils sont dans un système dont ils sont prisonniers et duquel ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, vous avez bien compris qu'il n'a jamais été question de juger l'un ou l'autre des partis, mais de comprendre. Et la science nous donne les instruments pour pouvoir décortiquer la situation, comprendre comment les choses se sont mises en place, les mécanismes, et à partir de cette compréhension, se mettre en tête tous ces schémas pour que ça ne se reproduise pas dans l'avenir. C'est surtout ça l'enjeu, que les schémas ne se reproduisent pas. Parce que si on ne comprend pas comment les choses se sont mises en place et développées, ça va reprendre. Ça va reprendre. C'était donc l'intérêt de notre exercice. Donc, pour terminer, je vais m'adresser aux scientifiques. Donc, au départ de l'exercice, j'avais rappelé la position officielle de la Corée du Sud et de ces scientifiques qui disent qu'environ 200 000 femmes ont été prostituées de force dans les camps militaires japonais. Et les Japonais leur répondaient que ces femmes s'étaient prostituées de leur plein gré. Donc vous avez constaté dans quel cadre s'est formé leur consentement, dans quel cadre elles ont pu décider ou ne pas décider, n'est-ce pas? Alors, donc, ma question pour les scientifiques sud-coréens et les Sud-Coréens, le gouvernement sud-coréen est celui-ci. Donc, puisqu'ils disent qu'elles ont été forcées, alors il faut qu'ils nous expliquent, parce que moi je ne l'ai vu nulle part, il faut qu'ils nous expliquent donc scientifiquement, encore une fois, comment, à quel moment et par qui ces 200 000 femmes environ, ces 200 jeunes femmes coréennes ont été emmenées de force dans les camps militaires. Parce que 200 000 femmes ne peuvent pas sortir comme ça d'un territoire même colonial. Ça laisse des traces. Et moi, je les aurais trouvées. Alors, aux scientifiques japonais et au gouvernement japonais, je demande de nous expliquer ce qu'ils appellent ces femmes se sont prostituées de leur plein gré. Hein? On a bien vu comment, dans quel cadre toutes ces populations japonaises et coréennes se trouvaient. Et pour les Japonais, je pense qu'il n'y aura même pas besoin d'avoir leur avis parce que le gouvernement japonais s'est déjà excusé. Donc, mais je l'ai quand même dit pour la forme, pour que les Coréens et les Japonais aient des questionnements, on en parle. Mais les Japonais ont déjà répondu puisque l'État japonais s'est excusé en reconnaissant sa faute. Donc c'est surtout les Coréens qui doivent ajouter de l'information. Mais s'ils ne répondaient pas, on n'a pas besoin de leur information, on sait comment ça s'est passé. Les Coréens sont devenus Japonais. Et j'ai expliqué comment ça s'est passé. Donc, la leçon pour l'histoire, pour les Coréens, pour les Japonais et pour le monde entier, c'est qu'il faut s'armer de science, il faut comprendre
la nature et être au plus près du réel. Et surtout, faire le moins possible appel à la propagande. Et entre la Chine et les deux Corées? Oui, alors, la relation entre la Chine et les deux Corées, ça c'est une vieille histoire. Donc c'est vraiment l'histoire qui a réuni ces peuples depuis l'Antiquité. Donc la Corée, pendant le royaume de Koryo, donc Corée du Nord et Corée du Sud, ont formé dans ce royaume qui était le vassal de la Chine. Et dans le système de relations internationales chinois, un vassal c'est un peuple qui est considéré comme culturellement inférieur. Donc si jamais il y avait un conflit autour de la Corée du Nord, je pense que la Corée du Sud rejoindrait le bloc de la Chine. Pourquoi? Parce que c'est d'abord les liens historiques, et puis parce que dans l'univers mental sud-coréen, il y a encore cet ancrage à l'ancien système de relations internationales chinois qui est mort au 19e siècle avec l'arrivée des Européens. Et puis dans la population, il y a encore un sentiment anti-japonais qui est très puissant, que ce soit dans la classe moyenne ou dans la classe dirigeante. Et chez les dirigeants, il y a une espèce de sophistication de ce sentiment anti-japonais qui est quasiment ritualisé. Et ce sentiment démontre que sous les apparences libérales ou chrétiennes occidentales et progressistes de cette classe dirigeante sud-coréenne ou même de la population, il y a une vague de fond réactionnaire et nostalgique qui peut ressurgir à tout moment en cas de conflit. Et la preuve de cette tendance pro-chinoise, mais profonde et bien enracinée, que j'ai vue dans le cadre du privé, parce qu'en 20 ans de fréquentation des Sud-Coréens, je n'ai jamais eu un démenti par rapport à cette tendance vers le passé des Sud-Coréens favorables à la Chine. Donc j'ai retrouvé dans mes recherches une note d'un invité à une cérémonie qui s'appelle en coréen Samhwangje Paehyang, qui veut dire en français cérémonie sacrificielle des 3 empereurs. Sacrificial Ceremony for 3 Emperors en anglais. Donc ce rituel auquel assiste jusqu'aux années 90, donc le représentant officiel de la République de Chine, donc le consul de l'ambassade, en tant qu'invité observateur dans les années 90, a lieu dans un endroit, donc un lieu classé monument patrimoine culturel provincial, numéro 28 depuis 1975. Donc, et ce rituel se tient depuis le XVIIIe siècle, depuis 1704 précisément. Donc il s'agit d'un rituel d'hommage à 3 empereurs Ming, donc l'empereur Yangwu qui est le fondateur de la dynastie Ming, le dernier empereur, et puis l'empereur Ming qui est venu au secours des Coréens lorsqu'ils ont été attaqués par les Japonais en 1592. Ensuite, il y a 9 justes et 9 sages, donc qui sont des intellectuels et des généraux d'armée pro-Ming, anti-manchou et anti-japonais. Donc ça montre bien que il y a donc la volonté ancrée dans l'élite sud-coréenne de maintenir cette relation avec la Chine, cette relation millénaire avec la Chine. Donc cette cérémonie qui a été maintenue comme ça depuis le XVIIIe siècle, comme un rituel annuel, donc qui est le symbole vivant des liens historiques entre les Chinois et les Sud-Coréens, qui est développé et entretenu par ces intellectuels organisés en association et qui se tient dans un comté qui s'appelle Kapyeong, dans la province de Gyeonggi et dans le village de Taebo, montre bien qu'il y a un monde qui est ancré dans l'amour de la Chine et qui est rétif au changement. Ce monde n'apparaît jamais dans les médias et on n'en entend jamais parler, même dans la littérature académique. Et c'est ce monde-là qui peut surgir à tout moment et faire basculer la Corée du Sud dans le camp de la Chine. Donc, et laisser donc le Japon isolé si jamais il n'avait pas le soutien des États-Unis. Donc le lien entre la Chine, la Corée du Nord et la Corée du Sud reste très très fort et il pourrait être décisif s'il y avait un conflit. C'est évident que ces cartes d'identité des peuples sont très éloignées de ceux que nous connaissions d'elles. Alors quel potentiel de géocréation peut-on en extraire? Y a-t-il des raisons, des possibilités de ramener la stabilité dans ces régions d'Asie du Nord-Est? Oui, après avoir dressé cette carte, nouvelle formule des différents peuples de la région et des nations du XXIe siècle, donc ils ont un minimum d'éléments utiles pour les chercheurs et pour les décideurs politiques afin de faire les recherches nécessaires
pour retrouver le passé, mais le passé réel, et laisser un peu de côté tout ce qui a été remis en cause par la théorie, c'est-à-dire les contes, les légendes et toutes les créations politiques qui avaient pour but de valider l'hégémonie, entre autres, de la Chine, puisque toute l'histoire de la région tourne autour de la Chine. Et nous avons bien démontré que ces événements, pour la plupart, sont des événements fictifs. Ce sont ces événements qui posent problème. Donc une fois que ces pays seront revenus sur les génocides et les massacres à grande échelle qui ont opposé leurs ancêtres, mais tout est possible. C'est-à-dire que même l'activité économique sera relancée. Les rapports seront améliorés, intensifiés. Donc la géocréativité permet donc d'ouvrir des portes, d'envisager l'avenir sous un angle beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif. Et c'est ce type de nouvelles relations qui va permettre à cette région de se stabiliser, puisque les uns et les autres n'auront plus de raison de s'attaquer, de se détester, ou en tout cas même si sentimentalement on n'a pas... Même si sentimentalement les choses vont prendre du temps pour s'apaiser, mais au moins on aura une meilleure maîtrise de la situation et plus aucune raison, ou en tout cas beaucoup moins de raisons donc de faire des déclarations de guerre ou de mener la guerre. Donc je pense que cette première étape de connaissance de soi et des autres est indispensable, et c'est ce qui va amener une stabilité dans la région et même dans le monde, puisque si la paix revient dans cette région-là, ça va profiter au reste du monde. Notre exercice tire à sa fin. Les téléspectateurs sont certainement curieux de ce qui va suivre. Alors, sur quoi travaillez-vous actuellement? Quels sont vos projets? Oui, merci pour cette question. Effectivement, après avoir terminé mes recherches, j'ai lancé la deuxième phase de ce programme de recherche qui consiste à reconstituer le royaume de Pekché que j'ai découvert et que vous connaissez. Donc sur cette période de l'Antiquité de l'Asie, il y a très peu d'informations. Donc c'est un travail de fourmi, c'est un travail de détail, alors que je mène à partir de mes connaissances, entre autres de la culture africaine, et puis de ce qui transparaît dans les textes anciens. Donc c'est un travail de fourmi, mais qui va me permettre plus tard de pouvoir avoir suffisamment d'éléments pour écrire une série littéraire qui va reconstituer le royaume de Kudara. J'espère que vous suivrez cette aventure avec nous, mais en tout cas ce sera fantastique. Cher ami, quel serait votre bref mot de fin sur le futur de l'Asie du Nord-Est et sur laquelle nous aurons tant appris? Oui, alors en conclusion de notre entretien, de cet exercice de géocréativité, que j'espère vous avoir fait apprécier, on peut dire ceci. Donc, nos ancêtres africains qui ont construit l'histoire de l'Asie, parce que ce sont les peuples autochtones de l'Asie, et qui ont été tués par centaines de millions par la Chine, de la manière dont j'ai expliqué, théoriquement, reviennent à la vie, puisqu'ils ont été effacés de l'histoire. Donc ils reviennent à la vie, et ils reviennent à la place qui est la leur, c'est-à-dire la place d'honneur. Ceux des peuples qui ont construit la civilisation, qui l'ont distribuée et partagée avec tous les autres peuples dans cette région-là, pour bâtir les civilisations qu'on connaît et qu'on appelle de manière générale la civilisation asiatique. La conséquence directe de ce retour à la vie, à la lumière, donc de ses ancêtres disparus, c'est l'effondrement du monde fictif, de la fiction historiographique qui a été créée par la Chine et dans laquelle sont enfermés en 2017 ces États de la Chine, du Japon et des deux Corées. C'est-à-dire qu'ils sont dans un monde fictif et ils n'arrivent pas à en sortir parce que ce monde fictif est confronté à la réalité, celle de l'univers. Voilà pourquoi on est pris dans ces contradictions qui nous amènent vers la guerre. Donc pour pouvoir résoudre cette affaire, il faut sortir du monde des idées qui ont été fabriquées, donc de ce qu'on appelle l'histoire, pour revenir à la réalité, c'est-à-dire de ceux dont on ne veut pas parler. Donc tous ces événements font que l'Asie en fait retrouve sa personnalité africaine, celle que les anciens Grecs au 8e siècle avant notre ère, les Homères, tous ces érudits qui sont restés dans l'histoire, les Homères, au temps d'Homère, les anciens Grecs appelaient ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie, ils l'appelaient l'Éthiopie orientale. Éthiopie faisant référence au peuple noir qui habitait là-bas, parce que étymologiquement en grec, Éthiopie est formée à partir de la description du phénotype, enfin de la peau noire des habitants. Donc c'est à faire référence à leur peau noire. Donc ils appelaient cette partie du monde l'Éthiopie orientale. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc cette Asie qui redevient africaine remet donc l'Afrique au centre de l'histoire de l'Asie.
l'Afrique redevient la lumière de l'Asie. Pourquoi? Parce que si on veut mener des recherches fécondes, efficaces, pour comprendre le fonctionnement des traditions asiatiques, on est obligé de revenir aux traditions africaines. Il n'y a pas le choix, parce que c'est ce que moi-même j'ai fait pour pouvoir développer et construire le principe de Pekché. On ne peut pas en sortir. Donc, l'Asie et l'Afrique sont à nouveau liés. Alors, troisième et dernier point, c'est donc que l'historiographie asiatique est unifiée. Il n'y a plus de contradiction entre l'histoire du Japon, l'histoire de la Chine, l'histoire de la Corée. On peut écrire une seule histoire pour tous ces peuples et surtout résoudre tous les énigmes, tous les mystères qui jalonnent l'histoire de ces différents pays. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé le facteur commun, l'élément manquant à l'histoire de l'Asie, c'est-à-dire la présence ancienne, massive et surtout déterminante de ces peuples noirs de culture africaine qui ont fondé la culture asiatique, qui ont vécu avec ces peuples asiatiques, quelle que soit la race. Alors, quand je dis race, ça c'est notre langage du 21e siècle, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, jusqu'à ce que la Chine apporte le concept racial et puis engage dans organise le génocide de ces peuples noirs et domine les peuples blancs aujourd'hui qui considèrent la Chine comme le centre du monde. Donc, ces trois conclusions dites, je dois revenir au 21e siècle et faire savoir que ce conflit nord-coréen peut se déclencher et va se déclencher, c'est ce que j'avais dit en conclusion de mon article. Cette guerre n'est pas évitable, elle est même nécessaire puisque c'est elle qui va permettre à l'Asie de repartir sur de nouvelles bases. Alors, l'enjeu, ce n'est pas la guerre en soi, mais c'est le renouvellement des institutions. Les institutions qui ont pensé, organisé, implémenté le génocide des peuples autochtones et même les institutions des pays qui sont nés de ces génocides-là doivent disparaître. C'est ça qui est l'enjeu. Alors, leur disparition peut prendre deux formes. Soit c'est la guerre. Après la guerre, il y aura forcément un renouvellement des institutions, soit c'est par la voie diplomatique. Donc, c'est-à-dire que ces pays et leurs responsables doivent s'asseoir autour d'une table et revenir au problème de l'Antiquité et en parler pour pouvoir les régler. Et lorsqu'ils vont arriver à un règlement définitif, ou en tout cas un règlement qui conduise à un accord définitif, les institutions de la Chine, du Japon et des deux Corées vont forcément changer. Parce que les institutions qu'on a aujourd'hui sont des émanations directes de ce passé dramatique. Alors, pour les peuples européens, africains, américains, il y a des conséquences directes, il y aura des conséquences directes et dommageables si cette guerre a lieu, puisque le Japon, par exemple, contrôle de manière monopolistique des branches entières de l'industrie de pointe, comme par exemple l'industrie de la chimie fine. Donc avec des productions qu'on retrouve dans tous les produits, dans les ordinateurs, dans les baskets, même dans les glaces, qui font qu'on n'a pas intérêt à ce que ces pays se retrouvent en conflit armé. Donc il est souhaitable que les solutions que nous proposons soient prises en compte. Pour l'Afrique, ce sera encore plus grave puisque c'est l'Afrique qui va payer le prix de cette guerre, comme d'habitude. Ce sont les peuples africains, donc par les injonctions du FMI, qui vont payer la facture de cette guerre. Il y aura des conflits armés en Afrique qui vont amener des déplacements de population par millions pour que les belligérants, ces pays qui se font la guerre en Asie, puissent se servir des matières premières dont on a besoin pour fabriquer les armes. Les matières premières sont en Afrique, donc ce sera une catastrophe humanitaire en Afrique si la guerre a lieu. Donc, troisième et dernière chose, c'est les types de relations qu'entretiennent ces pays. Aujourd'hui, on a des relations et des alliances qui sont pour moi superficielles. Si le conflit a lieu, et il va avoir lieu, si jamais l'option diplomatique ne prend pas le dessus, les alliances que nous connaissons vont exploser pour voir ces pays renouer avec des alliances traditionnelles, celles qui ont existé avant l'arrivée des Européens, c'est-à-dire à partir du 19e siècle, de manière massive et armée, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'alliance entre la Chine et puis la péninsule coréenne, Corée du Sud, Corée du Nord, ensuite, et peut-être éventuellement l'alliance entre la Chine et la Russie, mais ça c'est secondaire. Donc les deux Corées vont s'allier avec la Chine, pour moi c'est clair et net, parce que les États-Unis, qui sont en perte de vitesse, ne peuvent pas garantir à la Corée du Sud qu'ils vont les protéger et engager des milliers de soldats pour protéger la Corée du Sud.
Et puis il y a cette chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en Corée du Sud, il y a quand même encore cette mentalité qui est restée ancrée dans le passé, qui est encore restée attachée à l'ancien monde de relations internationales où la Chine était dominante. Cette idée ancienne reste encore présente dans la Corée d'aujourd'hui. Donc il ne serait pas étonnant qu'il y ait un renversement de situation et que le Japon se retrouve isolé. Alors isolé, bon, peut-être que les États-Unis vont rester à côté du Japon, c'est ce que j'espère pour le Japon, mais j'ai des doutes parce que les États-Unis sont affaiblis. Militairement, ils ont perdu en Syrie, c'est acquis. Et puis socialement, c'est un pays qui est divisé. Donc comment un pays qui est socialement divisé, qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres du théâtre d'opération et qui n'est pas en position de force militaire, peut s'engager dans ce conflit qui sera le pire conflit qu'on ait connu depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous invitons tous les belligérants à prendre leurs dispositions pour revenir aux problèmes du passé, hein, à l'Antiquité qui a opposé leurs ancêtres et d'en discuter de manière la plus large et la plus ouverte possible pour dégager des solutions. Et le principe de Pekche a bien dégagé des possibilités de solutions.